François Molins. Donc, vous êtes né, alors, un 28 août, maintenant, je le sais. C'est important parce que moi, je suis née le 29, donc j'y voyais un lien. Dans les Pyrénées-Orientales, je ne préciserai pas l'année, pour moi non plus d'ailleurs, où vous avez grandi. Vous sortez en 1979 de l'École nationale de la magistrature et exercerez les fonctions de procureur toute votre vie judiciaire. Enfin, presque toute, puisque votre vie professionnelle a été émaillée également de passages à la chancellerie, à la DACG ou encore en tant que directeur de cabinet des ministres de la Justice de Michel Alliot-Marie et Michel Mercier. Je ne reviendrai pas sur toute votre longue et brillante carrière, mais sur 3 de vos fonctions: procureur de la République du tribunal de Bobigny, procureur de Paris et bien sûr procureur général près la Cour de cassation. Partout où vous passez, vous laissez des traces, de l'amitié, du respect et de l'admiration, bien sûr, comme j'ai pu le constater lors de votre départ en retraite, mais aussi des réflexions qui ont permis de faire avancer des dossiers et surtout les lois. Et voilà pourquoi il est important que vous soyez là. Bobigny, donc, alors pour moi, c'est plutôt le travail sur les violences intrafamiliales, évidemment, qui marquera votre passage, avec une expertise qui, aujourd'hui, fait de vous le magistrat préféré de la délégation aux droits des femmes du Sénat, qui adore vous auditionner, parce qu'en règle générale, c'est clair, intéressant et surtout enrichissant, et ça nous permet d'avancer nos arguments. Paris, bien sûr, avec quelques affaires financières, mais surtout les attentats. Une voix, votre voix, teintée d'un léger accent qui nous tenait informés régulièrement. Et enfin, la Cour de cassation, c'est à cette occasion que je vous ai mieux connu en tant que, pour ma part, rapporteur sur le budget de la justice et sur le texte de programmation de la justice. Alors, je dois vous faire un aveu, je ne comprends pas toujours tout lorsque vous parlez de légistique et de technique légistique, mais je m'accroche, je note et après je vais prendre des cours auprès des administrateurs pour être sûr de bien digérer ce que vous nous avez expliqué, qui est toujours d'une vraie justesse, mais effectivement pour quelqu'un qui n'est pas juriste, parfois c'est un petit peu difficile. Mais j'ai beaucoup progressé grâce à vous. Enfin, pour en revenir aussi à cette dernière fonction, vous avez travaillé également sur des sujets de fond et vous avez défendu en particulier l'indépendance ou pas, c'est intéressant, ou il faut voir comment, du procureur. D'où l'importance de signaler que procureur a toujours été votre choix dans votre carrière. Je vous remercie sincèrement d'être présent aujourd'hui, puisque, comme vous me l'avez confié, c'est un exercice auquel vous étiez toujours refusé lorsque vous étiez en fonction. Et je suis très heureuse que nous puissions vous entendre aujourd'hui sur ce sujet important qu'est la justice. Pour une société sans justice, mais pour qu'elle puisse s'exercer pleinement, encore faut-il qu'on lui fasse confiance. Or, le lien entre les citoyens français et leur justice semble s'être distendu, à défaut d'être rompu. Nous sommes ici une organisation politique, Éric Chal nous en a parlé, qui a pour but de faire évoluer les choses. C'est pourquoi nous lançons ce cycle de réflexion que nous appelons les apérudits. Ils viennent en complément d'un autre cycle sur l'Europe, donc je le signale à tout le monde, puisque effectivement, enrichissons-nous. Donc cette réunion a pour but de nous aider à réfléchir à ce qui va bien, mais surtout à ce que nous pourrions proposer comme évolution pour que cela aille mieux. Et donc, merci de nous aider en nous éclairant de votre expérience. Et je ne vais pas être plus bavarde, je propose que nous commencions. Nous allons travailler sur 3 thèmes. Ce que je vous propose, c'est, nous allons lancer le premier thème avec une petite diapo qui est: la justice est-elle trop lente? La deuxième, la justice est-elle laxiste? Et enfin, la justice est-elle indépendante? À la fin de chacun des thèmes, nous pourrons avoir des questions-réponses pour que cela puisse être vivant. Et puis, à l'issue, comme l'a dit Éric, nous aurons évidemment le côté app de la pérudie, c'est-à-dire la péridique. Donc, première diapo. La justice est-elle trop lente? Les chiffres. Il y a quelques années maintenant, puisque c'était avant les États généraux de la justice, un sondage qui a été fait par le Sénat et qui nous disait que 93% des Français estimaient que la justice était trop lourde
est trop lente. Et donc, nous voyons là les délais de procédure correctionnelle, de classement sans suite, matière criminelle, administrative et affaires civiles. Et alors, c'était important de le voir parce que les médias parlent très souvent des affaires criminelles, mais en réalité, la justice de tout le monde, c'est les affaires civiles qui souffrent bien plus, et ça, on en parle beaucoup moins. Les affaires civiles, c'est le divorce, c'est l'adoption, c'est les placements, c'est tous ces sujets-là, la protection des personnes les plus fragiles. Donc voilà, donc je voulais vous faire réagir en premier lieu sur ce sujet. Merci Madame la sénatrice, ça marche, oui. Mais écoutez, incontestablement, la justice est trop lente, hein, et je pense que les choses... alors, moi, j'ai pas des chiffres à septembre 2023, j'ai des chiffres 2022, mais je pense que les choses s'étaient encore aggravées par rapport au sondage du Sénat. Alors, peut-être pour, effectivement, pour répondre précisément, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Je pense que c'est peut-être ce que vous attendez, une explication qu'on peut donner en séparant le civil du pénal d'abord. Le pénal, 9 mois et demi, en réalité c'est un délai qui recouvre des choses assez différentes parce que les délais, ils vont de 1 mois pour les comparutions immédiates, mais ils sont quand même passés de 0,7 mois à 1 mois,2 en quelques années, ce qui pour des procédures très rapides est quand même assez conséquent. À 27 mois. Il faut savoir qu'au bout de la chaîne, le mode de convocation classique devant le tribunal correctionnel, qui est la citation directe, c'est-à-dire vous prenez la décision de poursuivre et vous envoyez l'acte à un huissier, le délai est 27 mois. 27 mois donc pour juger ça. Donc c'est absolument énorme et ça traduit effectivement une dégradation des choses. Je dirais même que je veux pas trop noircir le tableau, mais je le fais quand même volontairement parce qu'il y a un sujet dont on parle peu, qui rentre pas dans ces statistiques-là. Ces statistiques, c'est sur les procédures enregistrées, donc celles qui sont dûment répertoriées dans les parquets. C'est 6 millions de PV par an à peu près, hein, le nombre de procédures traitées par les parquets français. Mais à ces procédures, il faudrait ajouter celles qui sont stockées dans les commissariats de police et qui sont jamais enregistrées et jamais traitées. C'est ça un peu le problème, puisqu'aujourd'hui, on évalue à peu près 3 millions de plaintes et de procès-verbaux, le stock de procédures dans les commissariats qui n'est pas traité et qui ne le sera vraisemblablement pas, puisque avec le temps qui s'écoule, la plupart de ces procédures seront classées sans suite et la majorité des plaignants, des citoyens, n'auront jamais de réponse à ce qu'ils avaient été dénoncés. Alors pour relativiser, dans ces 3 millions, il y a beaucoup de plaintes contre X, mais il peut aussi y avoir des violences conjugales, des délits dans lesquels l'auteur est identifié. Et là, on n'a pas de réponse, puisque moi, c'est un phénomène que j'ai vu apparaître à Bobigny dans les années 2004. Il ne cesse d'augmenter, malgré toutes les mesures qui sont mises en place par les parquets, qui vont aujourd'hui faire ce qu'on appelle du traitement sur site. C'est-à-dire que des procureurs vont dans un commissariat, regardent le stock de procédures avec la police, et puis on essaie de réorienter. Celles qui peuvent encore être exploitées, elles vont donner lieu à des investigations, et les autres, elles vont donner lieu à des classements. Donc, effectivement, je pense que c'est un vrai sujet. Je reviendrai sur les causes. Sur les causes, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Je referai le même exercice pour le civil, parce que pour le civil, c'est peut-être un petit peu plus, un petit peu différent, il y a quelques nuances. Moi, l'explication que je donne et qui était assez partagée dans le cadre du comité des États généraux, c'est, si vous voulez, la principale explication, pour moi, c'est l'inflation normative et la multiplication des réformes de procédure qui ont compliqué la tâche des magistrats et des greffiers, donc qui ont fini par emboliser l'institution, qui a allongé les délais et qui se sont traduits par un accroissement des stocks. Alors on peut espérer, parce qu'il ne faut pas tout voir en noir, que les moyens qu'on a reçus, on pourra en reparler, vont améliorer les choses en termes de régulation des délais sur les affaires nouvelles, mais on va avoir un gros problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour résorber des stocks de procédures aussi importants. Et ça, moi j'avoue que j'ai toujours pas la réponse. Sur le civil, je reviendrai sur les réponses et les moyens. Pour le civil, je pense qu'il y a des causes un petit peu différentes, avec des délais, alors là, qui ont carrément explosé, et en plus avec un paradoxe, si on va dans les détails. Alors moi, j'ai des chiffres 2005-2019.
Bon, cours d'appel, c'est kiff-kiff, hein, 14-8 à 15-8. Le civil, c'est un doublement. En 15 ans, on passe de 6-7 à 13-9. Et pour les prud'hommes, de 12-1 à 16-4. Tout ça s'accompagne en plus d'un syndrome qui est quand même assez préoccupant, c'est que grosso modo, presque 50% des décisions, il y a beaucoup d'appels, hein, vous avez un quart des décisions qui est frappée d'appel en moyenne, mais la moitié des décisions frappées d'appel est infirmée par la Cour. Ce qui là aussi pose quand même un petit problème de qualité. Parce que ça veut dire que dans un cas sur deux, les juges du fond étaient infirmés par les juges de la Cour d'appel. Alors, pour le civil, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué et un petit peu différent du pénal parce que on assiste là, en fait, à un véritable paradoxe, c'est que le stock des affaires pénales a plutôt augmenté au cours de ces 15 ans. Pour le civil, c'est pas du tout le cas. Pour le civil, le stock, il a même un peu diminué, puisqu'on peut estimer qu'il a à peu près diminué de 5%. Et donc, on en arrive à ce paradoxe que malgré une diminution du stock, les délais ont augmenté. Alors, pourquoi? Ben, là aussi, je pense qu'il faut chercher l'explication dans l'inflation normative, mais qui est un petit peu différente. Là, il faut plus la chercher, je pense, dans la multiplication et la complexité des formalités. Puisque, en réalité, on a rajouté, alors ça c'est particulièrement frappant sur la procédure civile, des formalités qui ont considérablement complexité le cours de la procédure. Il faut y rajouter, je pense, une crise de vocation civiliste. On a de moins en moins de civilistes dans les juridictions. Le pénal est une vitrine et c'est de plus en plus difficile de trouver des civilistes de qualité, à telle enseigne que vous avez un rapport qui malheureusement est plutôt dans les tiroirs, qui a été déposé il y a 3 ans par l'inspection générale de la justice, qui proposait des tas de remèdes pour réactiver ces vocations civilistes, parce qu'on en a besoin, le civilisme est quand même très spécifique. Et puis enfin, il y a ce syndrome, je reprends les taux, ce que je disais sur les taux d'appel et les taux d'infirmation. Moi je pense qu'il y a aussi une forme de baisse de qualité, qui est peut-être, alors ça c'est une opinion personnelle, je pense qu'elle est clairement imputable au fait que depuis 30 ans, sur fond de multiplication des dossiers, de complexification des procédures, comme on manque de monde et qu'il y a de plus en plus de travail, ben qu'est-ce qu'on fait? On fait du juge unique. Mais quand on fait du juge unique, on est tout seul. Le droit est plus complexe, c'est plus compliqué de tout savoir, et je pense que ça impacte directement la qualité des décisions. Tout ça pour bien sûr économiser des moyens et continuer à répondre dans des délais, mais la collégialité, c'est quand même sur des dossiers civils complexes quelque chose qui peut donc être véritablement important. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Oui, non, mais non, au contraire, c'est parfait. Sur les délais, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être sur les remèdes. Ah oui, sur les remèdes. Allez-y sur les remèdes. Là, je vais répéter ce à quoi je crois intimement, et qui renvoie aux préconisations des États généraux. Hein. Moi, je considère, comme le comité des États généraux, qu'il y a un problème de moyens, qui est un préalable à la résolution de toutes ces difficultés, mais ce préalable ne suffira pas. Il renvoie à la façon avec laquelle tous ces moyens supplémentaires seront utilisés, et il renvoie donc finalement à quelque chose qu'on avait beaucoup souligné avec Jean-Marc Sauvé, qui est le manque de vision systémique qui a présidé les réformes, où en réalité on a eu le tort de se cantonner sur des visions beaucoup trop légicentrées des réformes, où on n'a pas suffisamment accompagné la mise en œuvre des réformes par les organisations et les moyens adaptés. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faudra, je pense, certainement suivre de près. Moi, j'ai pas de conseils à donner aux parlementaires, mais dans l'exécution du budget, effectivement, dans le cadre de l'utilisation des deniers publics, les moyens suffiront pas et il faut absolument trouver les réformes systémiques qu'on appelait de nos voeux. Le problème, c'est que, bon, je parle franchement, hein, oui, il y a une toute petite part, dans le plan d'action du ministère de la Justice, on ne retrouve qu'une toute petite partie des propositions de mesures structurelles qu'on avait faites avec le comité Sauvé. Voilà, faut le savoir. Alors, par exemple, un exemple. On préconisait effectivement de retoiletter le cours de la procédure civile, hein, et puis surtout de concentrer la plupart des moyens qui étaient donnés sur le premier degré, parce que on n'oubliait pas les cours, hein, on en donnait aux cours, mais on disait surtout que c'était le premier degré qu'il fallait prioriser parce que c'est là qu'on rencontrait le plus de difficultés.
ben, on ne part pas là-dessus, hein, sur l'affectation des moyens. Et sur la procédure civile, il n'y a pas véritablement de modification en profondeur de la procédure civile, puisque la seule chose qu'on a faite, je ne dis pas que ce soit mauvais, hein, mais je dis simplement que je pense que ce n'est pas suffisant. On s'est simplement concentré sur la conciliation, et sur la césure. La conciliation, bon, bien sûr, c'est très bien, mais ça réglera pas tous les litiges, hein. Et la césure, elle est adaptée, elle peut être adaptée à certains contentieux, mais pas à tous. Il y a des contentieux de masse, comme par exemple qui pose pas véritablement de problème. La césure, ça consiste finalement à se concentrer sur la solution du problème juridique qui est posé, et puis après, dans un second temps, sur le règlement des différents intérêts sur le plan civil. Mais ça marche pas sur tous les dossiers, sur les contentieux de masse, comme par exemple le contentieux des impayés ou les non-paiements de loyer, par exemple, ou des gros litiges de consommation, ça réglera pas les difficultés. Donc nous, on aurait aimé que ça aille plus loin. Alors, juste pour rappel, les moyens en question, c'est dans les 5 ans qui viennent, 1500 greffiers, 1500 greffiers et 1500 magistrats. Alors, je commence par greffier parce qu'en fait, au niveau du Sénat, nous avons demandé 1800 greffiers pour les 1500 magistrats, parce qu'on sait que le fonctionnement, c'est 1,3 greffier pour un magistrat. Nous sommes en ce moment en train de négocier avec l'Assemblée nationale la commission mixte paritaire de ce projet de loi. Et a priori, je pense qu'on arrivera à faire écrire les 1800 greffiers. Et puis les greffiers, il faudrait faire un effort. Les greffiers, il faudrait faire un effort pour eux, quoi, parce qu'ils ont été oubliés dans les revalorisations indemnitaires. Alors en fait, ça grince. Ouais, mais ça, ils sont en train, pour le coup, là, la chancellerie est en train de le revoir. Ils s'en sont effectivement rendus compte, et on intervient aussi là-dessus. Donc j'en étais aux questions. Et d'ailleurs, si peut-être j'utilise prioritairement celui-ci qui est plus puissant, je vais prendre le sans fil. Non, mais malheureusement, le filaire. Ah oui, sans le filaire, on utilise celui-là parce qu'on nous entendra mieux. C'est pas la bonne idée. Ok. C'est pas une bonne idée parce que le fil est bloqué. Donc, c'est pas une bonne idée. Allez. On a un seul micro pour la soirée. Je repasse. Celui-là. J'ai une question à la source de cette prolifération législative. On a l'impression qu'il y a une tendance, justement, je ne dis pas de déposer les politiques, bien sûr, de magistrats, mais on a l'impression qu'il y a une tendance quand même à légiférer sur l'émotion, systémique. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contraindre un peu cette information? C'est difficile, en démocratie, bien sûr, mais est-ce que la source n'est pas à ce niveau-là déjà? Non, mais allez-y, répondez, la parlementaire répondra. Oui, je pense que la réponse est dans la question. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qui sont suscitées par l'émotion. Je pense que l'émotion, c'est jamais une bonne conseillère. Et faut faire avec l'émotion. C'est normal d'en avoir, mais je pense qu'il faut que ça serve la raison, et puis il faut savoir parfois retenir sa plume. Donc je pense qu'on gagnerait parfois, mais bon, je dis ça devant des politiques, c'est pas véritablement l'état d'esprit de la majorité d'entre vous. On a beau le dire chaque fois. Moi, j'ai fait un petit exercice pour vous montrer que je suis assez pessimiste, hein, parce que tout le monde dit, quand on est allé au Sénat il y a 2 ans avec Gérard Larcher, François-Noël Buffet, tout le monde a dit on a compris, il y a trop de textes. Il y a 3 semaines, j'ai reçu à la maison, comme j'écris, je suis allé voir chez Dallos, j'ai reçu le nouveau code de procédure pénale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le mesurer avec l'édition 2023. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 400 pages de plus. 400. Non, je pense que... Et puis, faut pas être auto-centré sur les magistrats. C'est pareil pour les magistrats. Hein. Tout ça, c'est un facteur d'insécurité juridique majeure. Vous avez demain le Conseil national des barreaux qui fait sa rentrée, je vois une table ronde demain matin qui est sur le thème « Trop de droit tue le droit ». Et je pense que ça rend service à personne, ni aux magistrats, ni aux avocats. Il suffit de voir l'évolution des écritures des avocats en 30 ans, c'est énorme. Donc, à un moment donné, alors bon, l'émotion, il y a des choses auxquelles on ne peut pas résister, je comprends très bien.
où il faut que le politique fasse quelque chose parce qu'il ne peut pas rester muet ni totalement inactif, ça je l'entends très bien, mais il faudrait faire attention, quoi, parce que c'est bien dangereux. Alors je vais réagir en tant que parlementaire. Je ne sais pas si Loïc voudra aussi en dire un mot. En fait, c'est assez ambivalent. Alors il y a deux choses, il y a plusieurs choses. La première, c'est vrai que certains essayent d'exister en réagissant à chaud et en disant il faut légiférer. Et parfois, c'est absolument pas nécessaire parce que tout est déjà dans la loi. Il suffit juste d'appliquer la loi. Mais c'est aussi une façon d'exister. Ensuite, puisque je parle de façon d'exister, vous savez qu'on n'a plus le droit d'avoir des mandats exécutifs ailleurs. Donc, les parlementaires ne sont plus que parlementaires. Donc, la seule façon d'exister pour un parlementaire, c'est de faire de la loi. Et ça, c'est terrible, parce que du coup, quiconque n'a pas pondu son projet de loi, enfin sa proposition de loi, on a l'impression qu'il n'a pas travaillé. Et puis, quand on regarde nossénateurs.fr, on voit bien qu'on est aussi noté par rapport à ça. Combien de temps on intervient, combien de textes on a fait, combien de rapports on a eu, etc. Et ce qui est terrible pour nous aussi d'ailleurs, parce que combien de temps on intervient, ça fait que même si on n'a rien à dire, ou même si ce qu'on a à dire, un autre sénateur l'a déjà dit avant nous, on va le répéter parce que ça fera une intervention. Pire, on parlait au niveau des films, le fait de filmer. Moi, j'étais pas pour qu'on puisse filmer les procès. On peut venir, mais j'étais pas pour. Parce qu'en fait, on voit bien, et moi je le vois dans nos assemblées, ça pervertit totalement les choses, le fait d'être filmé. Parce que, alors, c'est un petit peu différent d'un procès, mais on n'a pas une liberté de parole totale, parce que on sait que ça va être visionné, critiqué, puis alors avec les réseaux sociaux, n'en parlons pas, mais parce qu'on se sert aussi, nous, des réseaux sociaux, et donc on veut avoir notre moment, notre minute qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Et donc tout ça fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à tout le monde en réalité. Donc c'est vrai que quand on regarde l'envers du décor. Mais maintenant, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas une lettre de quelqu'un qui me dise la loi est mal faite, il faut changer ceci, il faut changer cela. Et moi, la première, en plus, parce que je peux toujours en parler, mais je suis quand même, j'ai quand même modifié des choses. Alors, c'est des modifications, j'ai pas créé, mais j'ai modifié des choses sur la Fondation du patrimoine, j'ai modifié des choses sur la parité dans la haute fonction publique, et j'espère bien modifier des choses sur les violences intrafamiliales. Parce que effectivement la société aussi évolue et essaye de faire évoluer son droit. On a au Sénat une voiture balai qui est censée nettoyer justement tout ce qui est inusité et les articles qu'on pourrait supprimer. Je pense que effectivement la création de nouvelles choses ne peut pas aller sans allègement. Et par contre, sur le nouveau projet de loi sur la programmation de la justice, il est prévu de dépoussiérer et de réécrire et de rendre plus lisible le code de procédure pénale, parce qu'on parle des magistrats, mais ne parlons pas des policiers, des gendarmes qui ont à gérer ça et qui du coup, parce que ça a évolué trop vite ou que leur formation est un peu loin, font des erreurs de procédure qui font que derrière, c'est très compliqué à suivre. Donc voilà sur l'évolution législative, mais effectivement, je suis pas forcément très optimiste. Sauf si on dit, bah, si on veut rajouter quelque chose, il faut retirer quelque chose, mais bon, c'est pas si simple, quoi. Bonjour, donc, je vous remercie d'être venu ce soir parmi nous. C'est très intéressant, merci à tous ceux qui ont organisé. Moi, j'avais deux questions, de deux ordres différents. Alors, la première, c'était par rapport aux affaires civiles et au temps qu'on donne pour qu'elles soient résolues. Est-ce que ça comprend aussi les indemnités des victimes? Donc, ça, c'était ma première question. Est-ce que c'est dans cette rubrique qu'elles sont répertoriées? Et d'autre part, sur un plan plus philosophique, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance très accentuée par les médias maintenant qui considèrent que la peine est une sorte de vengeance, avec des parties civiles qui prennent beaucoup la parole dans les médias pour juger les jugements, plutôt que d'avoir plus de pédagogie sur le fait que les peines sont là pour sanctionner et protéger. Ça, c'est juste le thème d'après, mais donc il n'y a pas de problème. Mais sur la première question, j'ai du mal à vous répondre. Moi, je sais pas
si le jugement des intérêts civils, je suis pas sûr que le jugement des intérêts civils soit compris dans ce délai. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un facteur de complexification et de ralentissement, à telle enseigne d'ailleurs que on est nombreux à proposer, ça revient souvent cette proposition que pour le règlement des intérêts civils, le tribunal correctionnel renvoie à un juge spécialisé parce que c'est pas forcément dans son office et il n'est pas forcément le mieux placé pour le faire. Mais effectivement, c'est une cause de ralentissement supplémentaire. Et puis ça peut porter sur ça peut être très simple, ça peut aussi être très compliqué. Là-dessus, d'ailleurs, je pense qu'on a quand même avancé dans le bon sens avec la création de ce qu'on appelle le JIVAT, le juge d'indemnisation des victimes d'actes terroristes, où on a institutionnalisé avec une compétence nationale ces juges à Paris, donc ils jugent absolument toutes les actions civiles engagées par les victimes d'attentats terroristes, ce qui effectivement assure une unité de jurisprudence, puisque il n'y a que Paris qui fait ça, et ça débarrasse d'autant les cours d'assises spéciales de devoir s'occuper de ces problèmes. Donc, alors après, bon, on ne pourrait pas donner une compétence nationale à Paris pour tout juger, bien sûr, mais je pense que pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant comme mesure. Charles. Merci. En contrepoint de l'inflation normative, que pensez-vous de la justice prédictive? Ben oui, on va prendre des questions. Ouais. Non, oui. Ouais, bonjour. Oui, on va poser les questions. Madame la sénatrice. On parle beaucoup du couple police-justice et des éventuels dysfonctionnements. En tout cas, moi, j'ai une vision citoyenne. Je ne suis pas parlementaire. Mais c'est vrai qu'on a tendance à les opposer, finalement, aujourd'hui, police et justice, alors qu'elles devraient marcher main dans la main. Dans les préconisations que vous avez pu rendre, est-ce que, justement, cette coordination renforcée en faisait partie? Est-ce que ça a été considéré? Où en est-on aujourd'hui à ce niveau-là? Parce que moi, je vois ça à mon niveau, mais on a le sentiment que cette opposition cause aussi la lenteur de la justice. Et moi, je vais vous dire, sur le terrain, moi, j'ai jamais vécu d'opposition police-justice. Jamais. Quand j'étais procureur Bobigny et procureur Paris, j'ai jamais vécu sur une opposition police-justice. Hein. Les policiers, c'était des partenaires, encore que c'est des partenaires un peu particuliers, parce que c'est pas un vrai partenariat, puisqu'on est dans une dimension de direction et de contrôle. Hein. Donc on n'est pas à égalité. On est là aussi pour contrôler leur travail et le diriger. Ou le surveiller pour ce qui est de la cour d'appel. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème avec la police. Par contre, effectivement, c'est une petite musique que j'entends depuis 40 ans. J'ai toujours entendu dire la police les arrête et la justice les remet dehors. Bon, j'ai toujours entendu ça, quelles que soient les évolutions législatives, politiques, etc. Donc, je me demande si on n'en parle pas un peu trop de tout ça, honnêtement. Parce que franchement, sur le terrain, je pense pas que ce soit comme ça que ressentent ce phénomène les magistrats des parquets et les parquets généraux, honnêtement. Et la justice prédictive? Et la justice prédictive, ben, j'en pense beaucoup de mal. Alors, je pense que elle est dans l'open data de mémoire, elle est interdite. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On peut pas. L'open data, c'est très bien hein, de mettre à disposition du public par internet toutes les décisions de justice. C'est super parce que ça permet une meilleure connaissance de la jurisprudence. Après, il faut faire attention parce que il faudrait pas que ça aboutisse à des phénomènes de forum shopping, hein, où en fonction de la jurisprudence et de la personnalité des juges, on va aller porter son action devant telle ou telle juridiction. Ça, je pense que ça serait assez dangereux. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, mais je le dis, c'est pas politiquement correct, mais je le dis quand même. Moi, j'étais plutôt partisan, vous voyez, de ne pas publier les noms des magistrats, parce que je pense que dans l'office juge, le magistrat c'est la bouche de la loi. Et on n'a pas besoin de savoir s'il s'appelle Dupont ou Durand. Mais bon, c'est une opinion, je sais, qui est minoritaire. On va passer au thème suivant. La justice est-elle laxiste? Eh ben, justement, ça va permettre de rebondir sur la relation police-justice. Et donc, 68% des Français pensent que la justice est laxiste.
Et effectivement, quand on regarde, pourtant, la justice est sévère en France. En France, elle est même plus sévère qu'ailleurs en Europe. Mais de la récidive et surtout, malgré tout, et ça c'est ce qui oppose, au moins dans les médias, la police et la justice, les petits délinquants qui font, qui refont, qui refont, et finalement quand on les arrête, eh ben, ils vont aller longtemps en prison. Alors peut-être, ça c'est ma question à moi, peut-être on aurait pu agir tout de suite pour éviter qu'ils recommencent. Ça, pour le coup, c'est une vraie question que je me pose pour savoir si c'est un axe sur lequel il faudrait travailler. Mais donc voilà, la justice est-elle laxiste, trop sévère, pas assez sévère? Comment faudrait-il faire? Alors, je vais faire des réponses nuancées. Moi, je pense que la justice n'est pas laxiste, mais il faut bien reconnaître qu'il y a des apparences qui peuvent laisser penser aux gens qu'elle l'est. Alors, j'ai essayé de m'expliquer. Sur le laxisme, non. Quand on regarde les statistiques, quand on les affine, hein, ça aussi, moi j'ai des stats sur 2012, 2018, 2020, sur le quantum moyen d'emprisonnement prononcé. C'était 7 mois en 2012, 8 mois,7 en 2018 et 9 mois,5 en 2020. J'ai pas celle de 2022-2023, mais j'aurais tendance à parier qu'elle va encore augmenter. Alors ça c'est pour l'objectivation effectivement du plus de sévérité. Le problème, et c'est là où les choses se compliquent, c'est qu'il faut croiser ça avec d'autres paramètres qui sont de deux sortes. Hein. La surpopulation, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, parce que effectivement, c'est finalement la surpopulation ces derniers mois, en réalité, elle s'explique par le fait que les gens qui vont en prison vont y rester plus longtemps. Donc c'est mécanique. Et puis surtout, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération, qui lui existe depuis très longtemps. Je me souviens quand j'étais directeur de cabinet de MAM et de Michel Mercier, on avait régulièrement des articles du Figaro là-dessus qui venaient attaquer l'institution. On traîne depuis le début des années 2000, depuis le 2008-2009, un stock de peines à exécuter qui est en général compris entre 90 000 et 100 000 peines à exécuter. Donc en réalité, pour affiner la réponse, la justice, elle n'est pas laxiste dans sa réponse, mais elle a une organisation qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Et le vrai problème qu'on a, c'est un problème d'exemplarité des peines prononcées, parce qu'en réalité, en dehors des peines fortes qui sont exécutées immédiatement, parce que pour les peines les plus fortes, c'est souvent un schéma où un juge d'instruction place en détention provisoire quelqu'un qui a commis des faits graves, qui est condamné et qui va donc exécuter tout ça dans la foulée. Là, moi, je parle des peines plus petites ou moyennes, avec des gens qui n'ont pas été en prison avant le jugement du tribunal correctionnel et qui vont devoir y aller après. Compte tenu du stock, de la lourdeur des procédures, d'aménagement, de tous les problèmes d'organisation qu'il y a dans les tribunaux avec les applications des peines, etc., vous avez ce stock qui est très important et qui fait que vous avez des tas de gens qui ne verront pas leur peine exécutée avant plusieurs mois après le prononcé de la peine. Et ça peut être des fois 1 an, ça peut être 18 mois, ça peut être 2 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, ça se sait pas forcément trop, encore qu'il y a de temps en temps des articles là-dessus. Moi, je sais que les très grands parquets, régulièrement, bon, c'est pas tous les mois, mais j'ai connu ça à Bobigny, j'ai connu ça à Créteil. Vous pouvez avoir tous les 2-3 ans. Comme on peut pas exécuter, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le stock et on purge. C'est-à-dire qu'en réalité, on classe, on décide de pas mettre à exécution les peines prononcées dans les cas les moins graves, qui sont en général ceux dans lesquels il n'y a pas de victimes et dans lesquels il n'y a pas d'atteinte aux personnes. Mais il n'empêche que, avec ce système-là, la peine n'est pas exécutée. Donc je pense que c'est peut-être ça, effectivement, qui explique les choses. Et donc je pense, moi, aujourd'hui, que en réalité, on a 2 problèmes essentiels. Ce problème de stock qu'on traîne indéfiniment, hein, et qui est lié au fait que je pense que, je redis moi, ce qu'on avait touché du doigt avec le comité Sauvé, qui plaisait pas à tout le monde, mais je dis quand même, je pense qu'il y a un échec de ce qu'on appelle le bloc peine, et il y a un échec de la loi du 23 mars 2019, qui a voulu accélérer les procédures d'aménagement des peines et qui en réalité a tout complexifié. Voilà. Alors on peut dire que
On peut accuser les magistrats de ne pas s'en être saisis suffisamment. On peut dire aussi que c'est trop compliqué. Je pense que ça l'est aussi à état d'explication. C'est sûr que dans l'esprit des magistrats, on a peut-être une culture qui est peut-être trop centrée sur l'enfermement, alors qu'il y aurait peut-être parfois dans certains cas des tas d'autres possibilités qui pourraient être utilisées. Alors, premier problème, donc l'exemplarité qui est due au stock de peine qu'on traîne pendant des mois et des mois. Et le second, je pense que c'est clairement le traitement de la récidive. Et ça, effectivement, 42% de récidivistes. Je pense que en France, et c'est pas nouveau, on a du mal à traiter ces choses-là, et donc du coup, il faut essayer de s'interroger sur les causes. Alors, il y en a sûrement beaucoup. Bon, il y a des gens qu'on n'arrivera jamais à traiter, malheureusement. Je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux et au sens de la peine. La peine, vous avez une fonction rétribution. La personne qui est condamnée doit payer sa dette à la société, donc elle va en prison. Le problème, c'est qu'elle sortira un jour. En dehors des peines incompressibles, mais bon, c'est quelques unités, et encore chaque année, elle sortira. Donc quand elle sortira, il faut bien qu'elle retrouve sa place dans la société. Donc il faut la réinsérer. Et c'est cette dimension réinsertion qui pêche et qui, je pense, pose peut-être davantage de difficultés, qui est particulièrement dur à mettre en œuvre en ce moment, parce que la surpopulation qu'on connaît, hein, je vous rappelle, on est à 74 000 détenus pour 60 000 places, hein, la surpopulation, elle empêche les services pénitentiaires de travailler correctement parce qu'elle bouleverse l'ordonnancement et le fonctionnement des prisons, notamment sur tout ce qui est accès aux soins, accès à la formation, accès au travail. Bon, je parle pas des douches parce que c'est bien d'être propre, mais bon, c'est pas, s'il n'y a pas une incidence directe sur la réinsertion, c'est plutôt sur la dignité du traitement, la dignité du traitement des gens. Donc tout ça fait que il y a quelque chose qui marche pas. Les moyens d'ESPIP ont été augmentés, je pense qu'ils sont pas suffisants. Si on voulait bien traiter les récidivistes, je pense qu'il faudrait avoir, pour certains auteurs d'infractions, un traitement beaucoup plus dense et beaucoup plus intense en termes de suivi. C'est pas une convocation par mois ou deux devant un contrôleur de probation qui va être suffisant à l'égard de certains individus. Donc tout ça, il faudrait le densifier. Voilà. Et donc, je pense que là aussi, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais c'est une opinion moi que je vis au corps, qui rejoint un débat qui est très politique en ce moment. Bien sûr qu'il faut des peines de prison supplémentaires, c'est évident. La France a déjà été condamnée pour l'indignité des conditions de détention au moins 2 fois par la Cour européenne. Il en faut plus de places de prison, mais ça n'est pas en construisant. Ça n'est pas seulement en construisant des prisons supplémentaires qu'on réglera le problème de la récidive. Ça doit s'accompagner effectivement d'une intensification du travail au niveau des services de probation. Voilà. Les programmes pénitentiaires, hein, vous savez mieux que moi qu'ils existent depuis, je crois que les premiers c'était Albin Chalandon. Hein. Ils ont toujours du retard dans la réalisation, et on a beau depuis 40 ans construire des places de prison supplémentaires, c'est pas pour ça qu'on a réglé le problème. Donc ces places de prison, on en a besoin, mais il faut aussi autre chose pour accompagner tout ça, et c'est ce qui me laisse penser, moi, qu'en réalité, il faut essayer de remettre la réinsertion, réinsister sur le sens de la peine, et remettre la réinsertion et le travail qu'elle nécessite au cœur du débat. Alors juste en complément, nous avions demandé aussi au niveau du Sénat, parce qu'un rapport sénatorial montre qu'il faudrait 600 conseillers de probation et d'insertion supplémentaires pour pouvoir réaliser ces missions. Donc nous avions demandé, mais là, dans le cadre de la négociation, il fallait faire un choix entre les 1800 greffiers et les 600 CEPIP. Mais on a un engagement sur le fait qu'il va y avoir plus de conseillers de probation et d'insertion, parce qu'effectivement, c'est important. Et le fait de punir tout de suite, plutôt que d'attendre qu'un délinquant ait fait plusieurs bêtises avant de taper. Ben, je pense qu'il faut punir beaucoup plus vite, effectivement, et puis avoir les certitudes d'exécuter rapidement ce qui a été prononcé, c'est tout. Ouais. Donc clairement, pour moi, mais bon, après... Parce que plus que la peine, c'est la certitude de la peine qu'il faut avoir. On avait beaucoup insisté là-dessus avec le comité des États généraux, mais bon, le comité des États généraux, on était tous. Il y avait aussi certains équilibres politiques à sauvegarder. Il y avait les présidents des commissions des lois. Tout ça a été un petit peu compliqué. Mais franchement, nous, la solution qui nous paraissait la plus intéressante, ça aurait été
il n'y a pas une culture du tribunal correctionnel pour aménager la peine au moment où on prononce le jugement. C'est d'ailleurs difficile parce que là aussi, les enquêtes rapides, les codes personnalités sont quand même assez maigres dans les dossiers correctionnels. En dehors des procédures de comparution immédiate, il n'y a pas grand-chose. Donc, quand on ne connaît pas beaucoup de choses sur la personne, c'est difficile d'aménager une peine. Et donc, nous, on pensait que ce qui aurait été intéressant, c'était d'avoir un effet cliquet et d'avoir obligatoirement, dans des délais très brefs après l'audience correctionnelle, une audience du juge d'application des peines pour décider s'il aménageait ou pas. Mais avec ça, on aurait exécuté beaucoup plus rapidement. Après, il y aura le problème de la résorption de ce stock, qui comprennent depuis 20 ans. Et oui, non, pas 20 ans, 13 ou 14 ans, et qui franchement pourrit complètement les choses. Et je pense que c'est ça aussi qui peut venir pervertir la perception du système, qui certainement n'est pas suffisamment efficace aujourd'hui. Ça, je le concède tout à fait. Question? Ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Malheureusement, quand on voit que le président de la République se prend une gifle, le gars, il est tout de suite embastillé et il fait 3 mois de prison. Alors, pourquoi 2 points de mesure? C'est du prince, encore une fois. Non, mais je suis désolée. Non, mais c'est exactement. Le sujet d'après, c'est la justice est-elle indépendante? C'est pour ça que ça me faisait. Et impartiale. Ma question sur McKinsey qui se substitue souvent aux législateurs qui existent à l'Assemblée nationale, c'est très, très, très inquiétant aussi. Ça, vous avez dû voir de très près. Les lois sont tellement mal écrites. Maintenant, elles pourraient être mieux écrites si c'était vraiment des gens qui ont passé des concours, qui sont là pour ça. Mais même au Sénat, il y a des gens qui sont très bien, et qu'on n'a pas besoin de donner des millions à McKinsey pour qu'ils fassent la même chose et même. Voilà. Merci. J'en profite, du coup, je posais des questions de réponses sur les tiges. Sur comment c'est pas sur les tiges, justement. Par contre, effectivement, mais c'est lié, parce que la réflexion vient de là. C'est de l'ennemi qui vient poser la question, c'est parce que la PFS m'a demandé à la région de France de créer l'agence régionale des tiges, en lien avec la TIG au niveau national. On a appelé, nous aussi, par un mot valise, Île-de-France Justige, je pense sur tige et justice, et pour d'ailleurs ne pas se limiter à la question des tiges. Mais je parlais à l'instant des conseillers SPIP, et effectivement, on a un problème avec l'administration pénitentiaire, c'est que nous, on a créé 900 postes supplémentaires, donc en fait, maintenant, le poste de tige existe, mais il y a quand même ce goulot d'étranglement, parce qu'il faut que la peine soit visibilisée. Donc, le délinquant, enfin, la personne condamnée, elle a un rendez-vous avec le conseiller SPIP, ça met des mois, et même si les postes existent, il y a de toute manière des délais qui vont être très longs. Du coup, je reviens à ma question. Vous l'avez dit, les policiers arrêtent les délinquants, les magistrats les condamnent plus lourdement qu'on imagine en France, et c'est au niveau de l'exécution de la peine qu'on peut avoir une difficulté. Donc, il y a différents leviers à regarder. Alors, dans les différentes pistes de réflexion, on voit que les peines de prison sont déjà très lourdes, en réalité, et qu'on en vient toujours à la même conclusion, pour des raisons différentes, qu'il faut augmenter le nombre de places. Les uns parce qu'ils veulent pouvoir incarcérer plus de monde, et les autres pour des raisons humanitaires. D'ailleurs, les deux raisons se conjuguent et s'additionnent, et en disant les conditions d'incarcération ne sont pas acceptables, de toute manière, il faut plus de places. On sait que ça coûte extrêmement cher. Une journée de détention en France, c'est 104 € par jour en moyenne pour un détenu, dans la 74 000. Alors, je m'étais posé une question il y a quelques temps, en me disant, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir dans ces cas-là des peines plus courtes, puisqu'on sait qu'en plus, quand les peines sont longues, ça favorise la désocialisation et on rentre dans cette spirale d'exclusion dans les systèmes qui s'installent en détention. Alors j'ai lu des études sur le sujet et la conclusion c'est de dire à chaque fois les peines courtes ça ne marche pas. Et puis après, j'ai regardé ce qu'ils entendaient comme peine courte, mais on identifie comme une peine courte une peine de 6 mois en moyenne. Mais du coup, je reviens à ma question précisément. Pourquoi, à un moment donné, on n'envisage pas des peines très très courtes? C'est-à-dire que l'effet blast de la peine, de la sanction, de l'emprisonnement, c'est sur les premières heures, c'est sur les premières journées. Et si on avait des peines extrêmement courtes,
de quelques semaines. Bon, évidemment, pas pour les faits les plus graves, mais si on avait des peines très courtes, ça permettrait, d'une part, d'avoir plus de flux, donc de réduire en partie le problème de stock, et deuxièmement, on n'aurait pas non plus besoin d'avoir des prisons de la même facture, parce que quand vous partez 1 mois, 2 mois en prison, vous ne vous évadez pas. Et donc, les prisons qui sont extrêmement dures à organiser, à sécuriser, qui coûtent très très cher, sont des prisons qui sont liées au fait que les gens vont rester des années. Mais si vous restez que quelques jours, quelques semaines, en fait, ces problèmes de sécurisation des sites se posent de manière tout à fait autre. Voilà. Donc, pourquoi en France, on ne s'est jamais posé la question pas de la courte peine, mais de la très très courte peine? Tout à fait. Oui, parce que moi, quand j'entends courte peine, c'est 15 jours. Ouais, c'est ça. Je vais vous répondre d'ailleurs. Il y a des pays où il y a des très courtes peines et où ça fonctionne bien. Ça pourrait marcher. Alors d'abord, c'est l'opposé des choix politiques qui ont été faits, puisque la loi du 23 mars 2009 et le bloc peine, ça consiste justement à ne plus avoir d'exécution de peine inférieure ou égale à 6 mois. Hein, je rappelle. Hein. Donc, c'est pas du tout le choix qui avait été fait. Je pense que la courte peine, ça pourrait marcher, mais sous certaines conditions. D'abord, alors je sais pas, est-ce que 8-15 jours, ça marcherait? Moi, j'aurais tendance à dire que ça pourrait marcher à partir du moment où ça s'accompagne d'un vrai travail de la pénitentiaire auprès de la personne qui est incarcérée. Et à ces conditions-là, effectivement, ça peut servir à quelque chose. Ça renvoie au fait qu'effectivement, peut-être 8-15 jours. Alors, 8-15 jours, après, on peut dire c'est l'électrochoc. La personne ne va pas avoir le temps de s'habituer. Ça, c'est possible. Hein. C'est vrai que c'est pas dans la culture. C'est une chose qui pourrait peut-être être essayée. Parce que, bon, enfin, moi, j'avais visité pas mal des prisons. Je pense que la prison, c'est un pourrissoir. Et que, effectivement, quand on y reste longtemps, on finit par s'habituer à un certain nombre de codes, d'usage, etc. Et c'est pas forcément, c'est pas forcément très bon, pour pas dire même que c'est pas bon du tout. Donc peut-être, effectivement, 8-15 jours, ça pourrait être l'électrochoc. Le problème avec ces peines, surtout quand on arrive sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est que pour que ça marche, il faudrait qu'elles soient exécutées très très vite. Or, c'est pas le cas. Franchement, moi je trouve que prendre un quidam, le condamné, lui infliger une peine de 3 mois qui va être amené à exécution 12 ou 10 mois après, pour moi, ça n'a aucun sens. Malheureusement, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Alors il y avait des idées là-dessus qui avaient circulé aussi. On avait pensé à un moment donné, mais le ministère n'en a pas voulu, et surtout, je pense, la DAP, la Direction d'administration pénitentiaire. L'idée avait été émise à un moment donné, moi je trouvais ça assez séduisant, de prendre le modèle de l'agence du TIGE et de créer une agence de l'approbation pour essayer d'avoir une sorte de marqueur un peu plus fort qui aurait aussi un peu autonomisé tous les services de probation pour... mais bon, c'était peut-être trop révolutionnaire pour Vendôme. Ça n'est pas passé. Il y a des choses à tester. Oui. Non, mais c'est vrai que... Mais l'exemple là, les délais d'exécution, c'est capital. Hein. Et la peine de 15 jours, de toute façon, je pense que c'est mieux de la faire ailleurs que dans la prison, parce que l'idée, c'est pas que quand on est délinquant et que la première fois qu'on va en prison, on rencontre son futur patron. Ouais. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire qu'au contraire, c'est effectivement une peine immédiate, mais dans un endroit spécialisé pour ces gens-là, ouais. Et qui, comme tu le dis, ne mérite peut-être pas toute cette précaution qu'on prend sur les grandes prisons et qui serait plus facile à mettre en place. La semi-liberté, c'est génial comme mesure. Mais bon, les quartiers de semi-libre, même s'il y en a beaucoup plus qu'avant, il n'y a pas des dizaines de milliers de places. Hein. Mm. Et puis après, c'est aussi... mais c'est vrai que ça... C'est une autre façon de voir. Mais... je ne vais pas monopoliser, je vais passer le micro. On travaille ici sur un autre projet, justement, avec l'agence, c'est avec le procureur de la République à Meaux, c'est pour essayer de prendre expérimenter la justice résolutive en France, parce que ça fonctionne très bien dans certains pays. Résolutive Restaurative. Oui, restaurative et résolutive, parce qu'il l'appelle comme ça, le procureur de Meaux. Mais cette idée, voilà, de confronter l'auteur pas l'auteur à sa victime, mais l'auteur et des victimes. J'y vais prochainement aussi pour essayer ils mettent en situation l'auteur pour qu'il le vive en tant que victime, notamment sur les violences intrafamiliales.
Je vais Moi, je aller. suis très réservé. J'ai rendez-vous prochainement pour le tester. Bon, on sait qu'au Canada, ils ont déjà fait ce genre de choses. J'ai En tout peur. cas, une autre victime, hein. J'ai peur mais pas la d'essayer. sienne. Oui, oui, non, mais c'est une autre victime, bien sûr. Vous avez vu le film? Non. C'est très bien. Pour le coup, je fais de la pub pour le film. Hein, ouais, c'est très très bien. Ouais, voilà, c'est ça. Nous n'oublierons jamais vos visages. Alors, effectivement, on parle de 42% de récidivistes pour prolonger le sondage Richard. Peut-être qu'on tourne un peu autour de la question de la radicalisation aujourd'hui. Quelles sont les solutions contre la radicalisation? Peut-être les peines courtes, etc., les autres quartiers dans les prisons. Enfin, ça aborde la question de la vie. C'est peut-être là qu'il faut. Enfin, je me permets de poser la question à ce niveau-là, parce que c'est quand même la vie carcérale. Donc, qu'est-ce que vous disiez? Quelles sont les solutions? Voilà. On les prend de parler. Quelle radicalisation? La radicalisation islamique dans les prisons, dans les quartiers. Islamiste? Ah oui. Oui, ouais. Oui, bah, allez-y, répondez tout de suite. Ou alors, oui, non, il est en train de régler un autre problème. Elle est compliquée cette question. Alors, finalement, je vois pas comment on peut la régler, hein, parce que la radicalisation, c'est pas un délit. Elle devient un délit que si elle est violente. Donc, en fait, elle renvoie, je pense, à des organisations extrêmement compliquées au sein de l'établissement pénitentiaire, hein, qui portent sur les détenus islamistes et puis sur les droits communs radicalisés. Ça, c'est effectivement quelque chose de très compliqué, hein. Je pense que ça nécessite beaucoup de surveillance. Alors, on a sûrement progressé aujourd'hui avec la création du service national de renseignement pénitentiaire. Ça, c'est sûr que c'est un plus, hein. Mais après, sur le traitement, je pense qu'on est obligé il faut des imams et des imams de qualité. Donc, ils sont pas si nombreux que ça. Et on sait très bien que c'est un travail qui est quand même aléatoire, qui réussit pas toujours, pour pas dire qu'il réussit pas souvent, et qui nécessite beaucoup de temps en termes de déconstruction des discours religieux. Donc, c'est très compliqué. C'est pas 15 jours. Avant que Sébastien ne pose la question, j'ai une question sur Facebook qui me demande combien coûte une année de prisonnier, enfin un prisonnier pour un an. Ben, Combien? 104 € par 360, d'accord. Ça fait 36 000 €. Et à multiplier par 74 000. Oui. Voilà. Ça fait 36 000 € multiplié par 74 000. Sébastien. Alors moi, j'ai déjà une question un peu plus légère qui va peut-être allumer les yeux entre vous deux. Est-ce que c'est, par rapport à la question qui est posée, est-ce que c'est la justice qui est laxiste ou est-ce que c'est la loi, finalement, qui est trop permissive? Et donc, l'application derrière de cette loi qui est en adéquation avec la justice. Ça, c'était ma première question. Je vois sur les territoires ce qui se passe bien par rapport à la justice aussi, c'est ce qui est fait en parallèle pour éviter la récidive. Ça se fait beaucoup chez nous dans le cadre des CLSPD, l'application des GLTD, etc., où on a des relations assez intéressantes entre la justice, entre la police, entre les services sociaux, les associations, les collectivités, et on arrive notamment à des bons résultats par rapport à la récidive. Ça, je trouve que c'est des outils qui permettent de désengorger l'appareil judiciaire. Et puis une question sur la jeunesse. Comment vous voyez la jeunesse par rapport à par rapport à toutes les questions de justice autour de la jeunesse? Et là, on a beaucoup de récidives. Alors, juste pour savoir d'où parle Sébastien, il est adjoint chargé de la sécurité de la ville d'Auxerre. D'où le CLSPD. Et ça fait 2,8 milliards, du coup. 2,8 milliards. Bon, moi, je crois beaucoup au traitement des GLTD, hein, sur des micro-territoires. Je l'ai fait souvent et je trouve que ça donne de très bons résultats. Alors, GLTD, GLTD, c'est les groupes locaux de traitement de la délinquance, où en fait, c'est des groupes qui fonctionnent sur des petits territoires, où vous identifiez un noyau dur de délinquants, et où c'est un peu fondé sur un concept de tolérance zéro, quoi. Il faut que tout reçoive une réponse pénale et qu'on priorise les réponses pénales par rapport à d'autres territoires. C'est ça l'esprit GLTD, hein. Si ça s'est pas perverti depuis le temps, normalement c'était ça. Ça dure un temps, puis après on passe à un autre territoire et on traite ainsi de suite. Et on peut avoir parfois des très bons résultats, hein.
Après, votre deuxième question. Est-ce que c'est la loi qui est laxiste ou Non, la justice? je pense que la loi, elle n'est pas laxiste. Il y a des maximums légaux qui vont très haut. Hein. Je pense qu'elle n'est pas plus laxiste que la justice. Moi, encore une fois, je pense que c'est des problèmes de process et d'organisation. Et ce dont on souffre, c'est la lenteur avec laquelle on met à exécution les peines prononcées. Je pense qu'on n'en sera pas là, on n'en sera plus là le jour où on arrivera à corriger ce phénomène. Après, le problème, c'est que c'est certainement compliqué. Hein. Ça fait 15 ans que ça dure, on n'y est pas encore arrivé. Donc, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et la jeunesse... alors, je suis un peu gêné pour vous répondre parce que moi, j'ai quitté le terrain il y a 4 ans. J'ai pas des retours du code de l'application du code de justice des mineurs, de la fameuse césure. Donc je sais pas si est-ce qu'il y a plus de récidives chez les jeunes aujourd'hui par rapport au phénomène en ce qui concerne la récidive. Honnêtement, je suis pas capable de vous répondre. Il y a quelque chose quand même qui m'inquiète un peu, c'est quand je compare alors je veux pas réduire, hein, parce que je réduis pas la jeunesse aux émeutiers de la fin du mois de juin, mais je pense que la jeunesse, il y a quand même des évolutions qui sont un peu inquiétantes, quoi. Moi, j'ai connu les émeutes, les violences urbaines de 2005, où les gens allaient monter, j'allais dire, à l'assaut des policiers et des gendarmes, mais c'était pour se colter, les affronter, hein. Dans ce qu'on a vécu à la fin du mois de juin, il y a quand même une dimension crapuleuse et d'appropriation frauduleuse qu'on n'avait pas il y a 18 ans. Hein. Donc, avec en plus un bassin, entre guillemets, qui excédait largement les cités sensibles et qui a fait qu'il y a tout un tas de quartiers j'allais dire presque normaux de villes petites ou moyennes qui ont été intéressés. Donc ça, je pense que ça mériterait des vraies réflexions. Et tout comme aussi, je pense que, mais il y aura sûrement des évaluations sur l'application du CJM, hein, le Code de justice des mineurs, oui. Parce que ça, il faudra. Nous, on va le faire. Donc je suis un peu gêné pour répondre de façon plus détaillée. Je n'ai pas forcément la compétence. Je pense que nous, on va le faire aussi. Merci. La justice est-elle laxiste? Le petit Robert nous dit que le laxisme, c'est une tendance excessive à la négociation, à la tolérance. Alors, est-ce que vous, personnellement, je sais que j'ai une grande admiration pour vous, j'ai pris 2h30 de train pour être là et vous écouter. Je parle régulièrement de vous dans les réseaux sociaux parce que je vous admire vraiment beaucoup. Mais vous m'avez un peu surprise par rapport à votre position sur le consentement sexuel à 13 ans, alors que depuis 1945, il est fixé à 15 ans pour les personnes hétérosexuelles et depuis 2016, je crois, pour les personnes homosexuelles. Donc j'ai été assez surprise par cette sorte de tolérance à des abus que peuvent subir ces enfants de 13 ans. Et accessoirement, ma deuxième question, notre sénatrice parlait tout à l'heure du rapport un peu exécrable entre la justice française et son peuple, en quelque sorte. Est-ce que vous ne pensez pas que entendre dans les médias qu'un criminel s'est enfui lors d'une promenade en forêt, alors on découvre déjà qu'ils font des promenades en forêt, qu'ils ont droit à des concerts, qu'ils organisent des courses automobiles dans les enceintes de prison, est-ce que vous ne pensez pas que ça aux yeux des Français, ça ressemble fort à du laxisme? Merci. Alors sur la première chose, vous faites référence effectivement à l'adoption de ce texte, hein, à des propositions qu'on avait faites. Hein. Ça ne veut pas dire, moi je suis en désaccord avec ce qui a été voté dans la loi. Simplement, on a vu une approche qui était plus juridique, nous, qui consistait à dire, mais on n'est pas des politiques, hein, on est magistrats. On a vu une approche plus juridique qui consistait à dire, ben, si on fixe le discernement à 13 ans, le discernement à 13 ans, il vaut pour les auteurs comme pour les victimes. Ça vaut ce que ça vaut. Et effectivement, c'est un raisonnement juridiquement qui se tenait, mais qui effectivement, en termes de protection, n'était peut-être pas complètement adapté. La preuve, c'est que le Parlement l'a pas adopté et a voté à 15 ans. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en réalité, hein, dans ce truc-là. Si vous poursuivez un mineur, là, le discernement, c'est 13 ans. C'est dans la loi. Sur la deuxième chose, alors d'abord, sur la moto,
j'aurais été directeur de prison, j'aurais sûrement pas médiatisé ce truc-là, parce que je trouve que c'est pas malin dans le contexte d'aller effectivement faire du kart dans la prison. Après, si vous voulez derrière, je parle franchement, hein, ça va pas forcément aller dans le sens que vous souhaitez, que vous pensez. Je suis pas sûr que ce soit le vrai problème. Bien sûr qu'il y a des incidents sur des permissions de sortie. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ça fait 30 ans que vous avez des permissions de sortie qui se traduisent par des incidents avec des gens qui reviennent pas. Alors effectivement, on parle de ceux qui reviennent pas. On ne parle pas de tous ceux qui sortent et qui, eux, vont revenir. Ça, personne n'en parle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la permission de sortie, c'est quelque chose qui est nécessaire. Quand vous avez quelqu'un qui a passé des années en prison, qu'il va falloir l'aider à préparer sa sortie, ça n'a rien à voir avec le laxisme, ça. Hein. Ça a simplement à voir avec la possibilité donnée à une personne qui est condamnée de faire un minimum d'actes de la vie civile qui vont être nécessaires à sa personne pour se réinsérer, trouver du travail, trouver un logement, etc. Donc en réalité, la plupart des gens qui ont ça, ils ont 24 heures, parce que les JAP, je peux vous dire, donnent ce genre de permission de façon très... ils sont pas très généreux. Hein. Vous demandez 2 jours, eh ben vous allez avoir 12 heures, c'est souvent comme ça que ça se passe, et la plupart des gens, ils reviennent. Bon, je vous dis pas que c'est bien d'avoir fugué, hein, alors qu'on était en train de se balader en forêt de Fontainebleau, c'est sûr que c'est pas bien, ça porte le discrédit sur la totalité de la mesure, mais je pense qu'on ne peut pas taxer une institution de laxisme uniquement en ayant le regard polarisé sur des choses comme ça. Il y aura toujours des incidents comme ça. Après, dans les prisons, effectivement, je pense que je disais le vrai problème, c'est la surpopulation, c'est pas le kart, même si je reconnais que le kart n'est pas forcément, en termes de communication, l'activité éducative qui est la plus intelligente. Voilà. Je pense qu'il peut aussi y avoir d'autres choses qui peuvent être faites à meilleur escient. Mais je pense pas que ce soit les vrais problèmes. Oui, bonsoir. Je ne suis absolument pas ni dans la politique, ni dans le métier. J'ai une question, nous n'avons pas parlé des travaux d'intérêt général. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est la justice, ce débat de votre ressort? Parce que je pense que pour les courtes peines, ça pourrait y avoir beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Et la deuxième chose que je voulais dont vous parler, peut-être donc certains d'entre vous le connaissent, il y a un bateau qui était Thalassa, qui a été vendu à une association, et ça s'appelle le Quai de la Liberté, c'est sur le Grenelle. Et vous avez là une personne qui est la directrice de ça, qui l'a racheté, qui était aumônière dans les prisons, qui a 4 enfants, et aujourd'hui, elle s'est lancée dans la réinsertion de prisonniers. Donc c'est un restaurant, et l'été aussi sur le quai on peut manger. C'est un très bon service. Dans les cuisines, vous avez donc un prisonnier qui rentre le soir ou à la prison ou qui parfois est déjà sorti et qui est coaché par quelqu'un. Dans le service à table, c'est pareil. Vous avez un prisonnier qui vous sert avec un coach. Après chaque service, il y a un débriefing de ce qui va, de ce qui ne va pas. En cuisine, c'est pareil. Et elle me disait qu'elle avait eu 13% de récidivistes. C'est-à-dire que parfois, il y a des jeunes qui viennent, il reste 2 jours, puis ils me disent c'est trop fatigant, on s'en va. D'autres restent. Alors le premier objectif pour le coach, c'est d'abord de suivre au niveau de la formation. Et ensuite, elle disait qu'il fallait absolument sortir ces jeunes de leur cité. Parce que s'ils rentraient le soir dans leur cité, c'était pour ça que bien souvent, ils récidivaient parce que c'était plus facile. Donc elle avait différents objectifs et apparemment, ça marche bien. Et les coachs sont coachés par un ancien prisonnier qui est un criminel, enfin qui est un ancien criminel, qui a je crois une 60aine d'années, et qui leur explique comment parler aux détenus. Et voilà. Et moi, j'y suis allée plusieurs fois, j'ai parlé avec les détenus, ils s'y plaisent bien, il y a un taux de réussite qui est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer ce genre de choses en aidant des gens comme ça? Merci. Oui, alors sur votre... J'en pense qu'il faut, parce qu'on va faire un effort considérable pour augmenter le nombre de places de TIG. L'État s'est mobilisé en créant l'agence, en mettant des référents dans tous les départements. Et malgré le fait qu'il y a aujourd'hui plus de postes de TIG, plus adaptés, plus diversifiés pour mieux réinsérer les personnes condamnées, les magistrats, enfin le prononcé a baissé. C'est-à-dire qu'on est passé de 5 à 3% de prononcé. Et alors, on a le sentiment qu'en fait, ce qui est à la mode aujourd'hui,
c'est la détention à domicile. Comme maintenant, on a plus de bracelets, alors qu'on a créé ces places de tige, finalement, les magistrats donnent, pardon de faire un paquet comme ça, mais donnent le sentiment de dire que finalement, j'ai prononcé une peine de prison, qui sera communie en détention à domicile, mais moi j'ai fait ma part de travail, j'ai prononcé une peine lourde, mais en termes de réinsertion, jouer la PlayStation dans son salon toute la journée, avec son bracelet électronique, ça ne favorise pas plus la réinsertion que de travailler, que d'aller sur un lieu de travail à 8 heures du matin et passer un mois dans une structure où on apprend à bosser, quoi. Pardon, mais c'était vraiment pour aller dans ce sens-là, parce que c'est terrifiant d'avoir fait autant d'efforts pour développer le tige et qu'il y ait de moins en moins de prononcés, alors qu'il y a de plus en plus de place. Oui, alors sur le tige, je crois que de mémoire, c'est 74 années. Donc, tige, travaux d'intérêt général. Le travail d'intérêt général. 40 ans, c'est non, c'est pas, c'est 80, 83. 83, Ça a été en juin. Il y a toujours eu, depuis le début, dans l'histoire du tige, des difficultés pour les prononcer. Alors bon, je rappelle, c'est quand même fondé sur l'accord du condamné. Mais il y a toujours eu effectivement ces efforts répétés du ministère et de circulaires politiques pénales pour dire aux gens prononcez-en plus, et en réalité on décolle pas. Moi j'avais le sentiment qu'on avait un peu décollé au moment de l'agence, mais finalement ce que vous dites disent que ça a encore régressé, quoi. En fait, le sentiment, pour en avoir parlé avec plusieurs procureurs, on a le sentiment aujourd'hui que le bracelet électronique et le fait qu'il ait été, qu'on ait fabriqué beaucoup plus, donne le sentiment à beaucoup qu'on peut prononcer la peine de prison. Oui, non, mais bien sûr. Mais alors, le tige, je pense que c'est une longue histoire, il faut répéter régulièrement. C'est pas pour trouver des excuses aux collègues. Je disais tout à l'heure, je pense qu'on a trop la culture de la peine, de l'emprisonnement dans la peine, ça c'est certain. Au niveau du tige, il y a cette question de l'accord, hein. Il y a aussi le fait que, là je parle avec les souvenirs que j'en ai, hein, donc il y a peut-être un décalé de 4 ou 5 ans, tous les départements sont pas au même niveau, parce que vous avez, alors vous me direz, il faut pas trop faire la fine bouche non plus, mais vous avez des fois des emplois qui sont pas forcément intéressants en termes de réinsertion. Moi, j'avais le sentiment que l'agence tige avait apporté quelque chose, et je vous rejoins tout à fait quand vous dites que je pense que le bracelet électronique mord en réalité beaucoup sur la liberté. Il y a un rapport qui a été déposé d'ailleurs par des députés cet été au mois de juillet, qui le montre très bien. C'est que le bracelet électronique, logiquement, ça a été fait et adopté par le Parlement comme une alternative à la détention. Et en réalité, c'est aussi devenu une alternative à la liberté. Donc, c'est en train de rater un peu sa cible. Voilà. Donc, moi, le tige, je trouve que c'est bien. Après, c'est pas adapté à tous les publics. Ça, c'est certain. Moi, pour reprendre ce que vous disiez, madame, moi, je suis très attaché à la valeur travail. Je pense que c'est un des vecteurs essentiels de réinsertion avec la formation, hein. Du travail, il n'y en a pas assez dans les prisons. Je pense qu'il y a peut-être pas plus de 10% des détenus qui travaillent aujourd'hui, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à mon avis, c'est de cet ordre-là, pas plus. Et le type d'expérience que vous évoquez, moi personnellement, je trouve ça très bien, hein. Le travail et le logement. Ça, c'est sûr que c'est des facteurs essentiels pour éviter la récidive. Nous passons au troisième et dernier thème. La justice est-elle indépendante et impartiale? Alors, c'est un petit sujet. Alors, effectivement, est-ce que les jugements sont politiques et laxistes? On en a un petit peu parlé, mais sur le politique, c'était effectivement la réflexion de madame sur le fait que le président se fait gifler, la personne est comparution immédiate et directement en prison, mais un viol va être classé sans suite assez facilement. De l'autre côté, inversement, donc d'un côté on a l'impression protéger de politique et de l'autre côté on a un syndicat de la magistrature qui parfois fait quand même plus de politique que de défendre les intérêts catégoriaux des magistrats. Hein. Je ne pense pas que ce soit à la fête de l'UMA qu'ils vont aller négocier une augmentation de salaire. Et ensuite, petit sujet dont je sais qu'il vous tient à cœur, les procureurs sont-ils soumis, libres entre les deux?
Il faut que je réponde à tout ça. Vous avez gardé les questions les plus embêtantes pour la fin, je sais pas. Bon, le sentiment oui, quelques commentaires, je vais essayer de répondre comme je peux, comme je pense. 9%, c'est assez calamiteux comme sondage. Alors, je ne veux pas me rassurer, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Alors, est-ce que c'est le fait que 91% des Français estiment que la justice est politique et que de ce fait-là, elle est partielle? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part le sentiment que partagent beaucoup de justiciables sur le thème suivant que vous serez puissant et misérable, ou suivant que vous serez puissant ou misérable, ben, la justice n'aura pas la même attitude envers vous? Ça peut aussi être un facteur qui peut venir pervertir l'appréciation des choses en termes d'impartialité. Donc je vais essayer de reprendre les trois items. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jugement politique? Déjà, on doit savoir ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que ça renvoie au fait que dans certaines affaires politico-financières, un jugement est rendu? Est-ce que quand on dit jugement politique, c'est des jugements qui sont politiques alors qu'ils ne devraient pas l'être, ou qui interviennent dans des affaires politico-financières? Parce que c'est deux choses tout à fait différentes. Le laxisme, bon, j'ai répondu tout à l'heure, hein, le sentiment jugement politique. Sur le premier item, je discutais tout à l'heure avec Dominique Verrien, moi ce que je remarque, c'est que chaque fois que la justice s'occupe d'une affaire politico-financière, elle est taxée de toute façon, elle est accusée de sortir de son rôle et finalement de rendre une décision qui met à mal son impartialité et qui va être politique. Je suis persuadé, vous avez vu il y a quelques jours que j'ai lu dans les dépêches AFP qu'il y a une ordonnance de renvoi de Madame Le Pen devant le tribunal correctionnel de Paris pour l'affaire des assistants parlementaires. Je suis persuadé, je l'ai pas encore lu, mais je suis persuadé que ça viendra, on est dans une approche politique et que si on la renvoie dans le tribunal correctionnel de Paris, c'est parce qu'on veut régler son compte sur le plan politique. On a le même genre de choses quand on poursuit des gens des Républicains ou du MP. On a les mêmes genres de choses avec quand c'est des gens de l'UDI ou du centre. On a la même chose avec LFI. Moi, je me console toujours en me disant que dans ce genre de dossier, quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera critiqué. Et j'ai vécu ça quand j'étais au parquet de Paris avec un certain nombre d'affaires politico-financières lourdes, hein, puisque j'ai eu l'affaire Big Malion, j'ai eu l'affaire Cahuzac, j'ai eu des affaires LFI, j'ai eu des affaires UDI Centre, j'ai eu des affaires républicaines. Chaque fois, je me suis fait brocarder et je vous avoue que benoîtement, je m'étais dit, de toute façon, tu fais ton boulot. Quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Si tu poursuis, tu seras critiqué. Si tu classes, tu le seras aussi par l'autre sens, qui t'accusera de vouloir protéger un parti. Donc, voilà. Je me demande si, en réalité, c'est pas un peu inhérent à l'exercice. Il y a quelque chose, je pense, qui est beaucoup venu compliquer les choses depuis ces dernières années, qui les a peut-être beaucoup radicalisé. C'est le fait je suis désolé, hein, je parle cash, hein, et franchement, je pense qu'on vit dans un pays dans lequel on a un certain nombre de problèmes structurels qui sont posés sur la table et qu'on n'est pas capable de résoudre. J'en vois au moins deux. Le premier, c'est celui de la CJR, que tout le monde critique aujourd'hui de façon quasiment unanime. Ça fait des années, et est toujours là. Hein, pourquoi? La Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, donc, qui est chargée de juger les ministres pour des infractions qu'ils ont commises à l'exercice de leurs fonctions. Il y a une critique quasiment unanime de tout bord. Pourtant, elle est toujours là, malgré au moins une tentative de réforme constitutionnelle. Et la deuxième, qui pourrit beaucoup les choses, c'est effectivement ce qui est apparu depuis le Covid, c'est ce phénomène de judiciarisation de la vie publique, avec un problème de responsabilité. Alors, je ne parle pas des élus, là, hein, je parle des décideurs publics, qui est posé là aussi depuis quelques années. Bon, je suis un peu provocateur, hein, mais je le fais un peu exprès. C'est un problème qui est posé depuis au moins 2016-2017 dans un rapport très intéressant qui a été rendu par le Conseil d'État. Il faudra à un moment donné, c'est finalement c'est la question qui consiste à se demander
est-ce que, à l'égard d'un décideur public et notamment un membre d'un gouvernement ou un responsable de l'administration centrale, est-ce qu'on peut lui reprocher n'importe quoi? Et est-ce qu'il est légitime qu'on aille mettre en cause sa responsabilité pénale quand il n'a pas fait de faute gravissime et qu'il n'a fait finalement que mettre en œuvre la politique qui avait été adoptée par le gouvernement? C'est un vrai sujet, ça, qui empoisonne. Moi, je l'ai vécu de près à la Cour de cassation. Je considère que c'est quelque chose qui empoisonne le paysage et qu'il faudra à un moment régler d'une façon ou d'une autre. Moi, personnellement, je pense que, en dehors d'une faute lourde et grave, un ministre qui ne fait que mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement ne devrait pas pouvoir aller l'embêter. Mais le problème, il est posé. Et tant qu'il ne sera pas posé, eh ben, comme on est dans une société dans laquelle nos concitoyens, par notamment de plus en plus de réserve et de manque de confiance dans les acteurs publics et notamment dans les politiques, dès qu'il y a des sujets, qu'est-ce qu'on fait? Le citoyen se tourne vers la justice en portant plainte. Moi, j'ai eu comme ça à la CJR 15 000 plaintes. Il y en a eu autant, 15 000 au tribunal, sur les problèmes de Covid. Ça fait 30 000 gens qui n'étaient pas contents que ça puisse plaindre. Donc, je pense que ce problème, il faudra le régler. Et il faudra le régler parce que il faut absolument, je pense, retrouver une forme de sérénité et de, je veux pas dire de confiance, mais en tout cas de sérénité, de retenue dans les rapports entre le politique et le judiciaire. Et ça, il faudra le retrouver en préservant l'office de chacun. Et c'est la séparation des pouvoirs. Hein. Le juge n'a pas à s'immiscer dans l'office du politique, et le politique n'a pas à venir s'immiscer dans l'office du juge. Mais c'est à double sens. Ce problème, je pense qu'il faudra le régler et le mettre sur la table d'un jour. Alors, je ne sais pas comment, parce que je reconnais que c'est assez compliqué, mais je pense que retrouver la sérénité dans les relations, ça passe par là. Comme ça passe aussi par la réforme de la CJR. Alors, le syndicat de la magistrature, maintenant, qui intervient sur des sujets plus politiques que catégoriaux. Bon, je vais pas vous dire que c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais été syndiqué, hein, donc je l'ai été si quand j'étais auditeur. Et puis quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je suis parti et j'ai plus jamais été syndiqué pendant 44 ans. Il y a des syndicats de tous bords, hein, dans la justice. Il y a effectivement des syndicats qui défendent des intérêts catégoriels, d'autres qui sont beaucoup plus politiques. Alors, je vais parler sans langue de bois. Je pense que le mur de Caen a fait beaucoup de mal. Le syndicat, on connaît sa ligne politique, il a toujours été comme ça, c'est un fait. Hein. Les magistrats, c'est des citoyens comme les autres, qui ont droit de se syndiquer, qui ont des droits syndiqués, mais qui doivent aussi être impartiaux. Donc ça signe aussi, effectivement, les limites de l'action syndicale par rapport à l'office du juge lorsqu'il va composer une juridiction, et qu'il faut pas qu'on puisse venir le suspecter. Alors, je vous disais, je pense que le mur des corps fait beaucoup de mal, hein, certainement. La fête de l'UMA et les participations à des manifestations sur les violences policières, c'est pas une découverte par rapport aux thèses du syndicat. Simplement, moi, j'aurais tendance à penser que dans le contexte actuel, je pense pas que pour moi, c'était pas une bonne idée d'y aller. Voilà. Donc, ça en rajoute encore. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus à des gens d'un parti politique? Moi, je comprends très bien le désordre que ça peut susciter dans les esprits. Ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il faut aussi garder raison. Et le syndicat de la magistrature, ça n'est jamais que le syndicat de la magistrature. Ça pèse 30% des voix. Tous les syndiqués sont pas comme ça. Et je pense qu'il faut pas juger l'ensemble de l'institution judiciaire à travers le prisme de ce syndicat, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord quelque chose. Alors, je ne vais sûrement pas vous convaincre en disant ça, mais je le dis quand même. D'abord, moi, je pense qu'on ne peut pas suspecter l'impartialité d'un magistrat du seul fait qu'il appartient à un syndicat. Pourquoi? Parce que le magistrat qui soit... Alors vous me direz, il y en a qui ne le respectent pas suffisamment, c'est possible. Hein, le magistrat, qui soit syndiqué ou pas, il a une obligation d'impartialité. C'est-à-dire qu'il est tenu à certaines règles. Hein. Si certains d'entre vous, c'est mon petit livre rouge à moi, c'est le recueil des obligations déontologiques du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des choses qui sont affichées là-dedans, qui sont très intéressantes, qu'il faut lire. C'est une sorte de bible et de code de conduite. Et normalement, c'est pas parce qu'on est syndiqué qu'on doit pas être impartial. Et je vais peut-être vous lire
peut-être deux ou trois choses. Hein. Question. Alors, d'abord, en termes d'impartialité, l'impartialité du juge, c'est pas celle du procureur. Hein. Un procureur, il a tout à fait le droit d'afficher une conviction, notamment sur la culpabilité de quelqu'un. Après tout, s'il le poursuit, c'est qu'il croit qu'il est coupable. Son impartialité, elle va plutôt se manifester autrement. Elle va se manifester dans le fait qu'il doit faire des enquêtes à charge et à décharge, et il doit veiller à la proportionnalité des moyens employés par les enquêteurs. L'impartialité du juge, c'est autre chose. Hein. Lui, il doit porter une appréciation sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale, donc personne ne doit savoir ce qu'il pense. Donc, ce petit livre-là écrit, les magistrats du siège ne peuvent, ni dans leurs propos, ni dans leur comportement, manifester publiquement une conviction jusqu'au prononcé de la décision. Voilà. Je prends l'exemple de Mayotte. Oui, ben j'allais vous en parler. Ah ben voilà. Mais Mayotte, je trouve, c'est pas malin. Je suis désolé pour les collègues, parce que là aussi, je trouve qu'on a un exemple type, on avait réagi au CSM. C'est vrai que la présidente de Mayotte avait des fonctions importantes au bureau du syndicat. Je pense que c'est pas pour autant qu'on peut suspecter sa partialité. Et je pense qu'elle aurait été bien inspirée comme présidente de faire quelque chose que la loi lui permettait de faire. Elle n'aurait jamais dû siéger toute seule. Elle aurait dû, le code de procédure civile lui donnait la possibilité d'instaurer une formation collégiale. Elle aurait eu tout intérêt à s'entourer de 2 assesseurs. Là, ils auraient été 3, et puis terminant, on n'en parlait plus. Voilà. Parce que pour le coup, sa décision d'ailleurs a été cassée par la cour d'appel derrière. Ouais. Mais elle s'était exprimée publiquement, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Je sais pas ça. A priori, elle s'était exprimée publiquement sur le sujet. En gros, elle était sur France 3 le matin pour expliquer que c'était pas bien, et l'après-midi, elle jugeait la chose. Et là aussi, on pouvait s'attendre au résultat. Les choses se sont compliquées aussi par le fait que c'est une des habitudes du syndicat. Moi, ça me fait toujours un peu tresser les cheveux sur la tête. C'est pas la première fois qu'ils le font. Ils ont l'habitude d'adresser des contre-circulaires à leurs adhérents. Tout à fait. Vous avez une circulaire du garde des Sceaux, le syndicat vient vous adresser une contre-circulaire en disant mais surtout faites pas ça. Le problème c'est que vous pouvez rien faire contre des choses comme ça. En réalité, ça renvoie au devoir des gens. C'est peut-être là-dessus effectivement, et c'est tout le rôle du CSM. Hein. Alors je vous disais ça. Hein. Il faut normalement, autre phrase, le magistrat jouit de tous les droits reconnus à chaque citoyen. Il lui appartient d'apprécier s'il doit demander à être dessaisi ou se déporter chaque fois que son engagement de nature politique, philosophique, confessionnelle, religieux ou associatif aurait pour conséquence de restreindre sa liberté de réflexion ou d'analyse. Donc, si vous appliquez ce code de conduite déontologique, un magistrat dont les opinions sont trop connues et qui le serait à un point qu'on puisse venir suspecter son impartialité, ben, il doit se déporter. C'est son devoir. En fait, c'est ce qu'il aurait dû. Voilà. On me dit qu'il faut que je replace l'histoire de Mayotte. Mayotte, c'était le fait d'aller l'expropriation. Voilà, démanteler les. Il y a une assignation pour être faite. Qui était mis et du coup, une magistrate a considéré que c'était illégal et donc a interdit ce démantèlement. Et il semblerait, alors là c'est pareil, je n'ai pas tout suivi, mais qu'elle s'était avant publiquement exprimée pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Et donc c'est sûr que si le matin elle explique qu'il ne faut pas le faire et que l'après-midi c'est à elle de juger, on peut douter là très clairement, enfin on peut connaître d'ores et déjà son point de vue. Mais ça, bon, sénatrice, hein, la phrase que je vous ai indiquée, le magistrat s'y respecte ses devoirs. Alors donc ma question, c'est du coup, c'est là par contre, elle mériterait d'être poursuivie par rapport à la déontologie. Je ne veux pas répondre parce que je ne connais pas le cas précis, mais le fait d'être syndiqué, c'est vraiment ça. Il y a une liberté syndicale, mais le fait d'être syndiqué n'emporte pas d'exception à cette exigence d'impartialité quand on rend une décision. C'est ça dont il faut être conscient. Et effectivement, un collègue qui viendrait à violer cette obligation pourrait rentrer dans le cadre du disciplinaire. Procureur ? Ah oui, procureur. Et puis après, on fait les questions, et après, je reviendrai sur une question sur les prisons, mais qui est arrivée par Facebook. Bon, soumis sûrement pas. Parce que bon, les procureurs, on a un statut qui est hybride en quelque sorte, hein, parce que qui est expliqué par la dualité de nos missions.
D'un côté, on est ce qu'on pourrait dire, bon, on est magistrat, hein, comme les juges, mais d'un côté, on a une fonction, si vous voulez, d'agent d'exécutif, il faut appeler ça comme ça, puisqu'on est chargé de mettre en œuvre la politique pénale portée par le garde des Sceaux et le gouvernement. C'est pour ça qu'on est subordonné hiérarchiquement au garde des Sceaux, par l'intermédiaire des procureurs généraux et des procureurs, dans une chaîne. Et puis, c'est là où il y a l'hybridité ou la dualité, on est magistrat, et on a là, pour le coup, une véritable indépendance dans le traitement des affaires individuelles, puisque on l'était déjà un peu, puisque même si on avait des instructions écrites, quand on allait à l'audience, on avait une liberté de parole, donc on n'était pas tenu dans les réquisitions qu'on développait par les instructions écrites qu'on avait pu avoir de nos supérieurs. Mais depuis, vous le savez, depuis une loi du 25 juillet 2013, hein, votée sous l'égide de Madame Taubira, le garde des Sceaux a l'interdiction absolue de donner des instructions dans les affaires individuelles. Donc en réalité, on a acquis, et je vous assure que moi je l'ai vécu au quotidien en parquet de Paris, on a acquis une véritable indépendance dans le traitement des affaires individuelles, puisque le garde des Sceaux n'a plus le droit d'interférer dans le traitement de ces dossiers. Alors, libre, on peut pas être entièrement libre. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis favorable à la réforme du statut du parquet, ça c'est certain, mais j'évite de parler d'indépendance, parce que l'indépendance, d'un côté, on l'a, de l'autre, on l'aura jamais, et on n'a pas à l'avoir, puisque on peut pas être indépendant vis-à-vis du gouvernement dans l'application de la politique pénale, puisque c'est notre rôle. Donc je préfère parler de renforcement des garanties statutaires. Ça me paraît beaucoup plus juste en termes d'enjeux et de description de la problématique. Voilà. Donc soumis certainement pas, et libre mais pas complètement. Voilà. En tout cas indépendant sur les affaires individuelles, ça certainement. Et je pense que c'est une excellente chose. Alors, j'ai deux questions, une là-bas et une ici. Alors, non, mais puis il y avait là-bas. Excusez-moi de reprendre la parole, mais c'est une question qui me tient à cœur sur ce sujet. 30% d'effectifs pour le syndicat que nous avons visé. Pour en venir à la question du mur des cons et à ses conséquences, quand vous avez en TGI, donc normalement c'est une formation collégiale, mais pour des raisons que nous connaissons, bien entendu vous n'avez qu'un seul magistrat. Donc là, vous êtes confronté à un seul magistrat. S'il appartient au fameux syndicat, bon, pour une raison ou pour une autre, bon, il juge dans un sens qu'on peut peut-être considérer comme biaisé. Donc vous allez ensuite en appel. Là, bien sûr, vous vous attendez à avoir la collégialité. Mais pas de chance. Là aussi, vous avez des problèmes d'effectifs. Donc vous retombez sur un seul magistrat. Imaginez que ça soit la même tendance. Voilà, je vous laisse juste réfléchir. Il y en a deux ici. Vous voulez répondre? Oui, oui. Ouais. Il y en a deux ici, puis il y a l'autre. Avant d'oublier, avec l'âge de la mémoire qui chancelle, je pense que les effectifs, c'est pas un sujet, madame. Des dossiers comme ça, il y en a pas des mille et des cents. Donc on peut pas se réfugier derrière de pénuries d'effectifs pour éviter la collégialité. Il y a toujours un moyen de s'arranger et je veux dire, quand on veut faire les choses, on les fait. C'est pas l'épreuve de temps ou d'effectifs. Il y a des dossiers qui présentent de tels enjeux que si vous les voulez, la collégialité, vous la faites. C'est la responsabilité du président de le faire. Et s'il veut la faire, il la fait. Le manque d'effectifs peut pas être une excuse. Et l'avocat ne peut jamais l'obtenir pour les raisons que vous connaissez. Oui, mais bon. Encore une fois, on peut pas s'abriter derrière les effectifs pour trouver une excuse par rapport à des choses comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est des dossiers qui arrivent pas très souvent et il suffit c'est des questions organisationnelles. Hein. Si on veut, on peut. C'est des choix, c'est des priorités. Et effectivement, la collégialité, c'est la vraie garantie contre ce genre de choses. Voilà. Doublé avec celle qui fait que le code de conduite, encore une fois, celui qui s'est trop exprimé et dont on peut suspecter l'impartialité, ben, il se déporte.
c'est tout. Et puis, s'il ne le fait pas lui-même, si c'est le président, c'est un peu compliqué s'il ne le fait pas. Mais moi, je connais des cas, j'ai vu des cas à Paris dans lesquels le président du tribunal tranchait et disait à un collègue, non, je suis désolé, monsieur, vous ne serez pas dans telle composition. Et il lui expliquait pourquoi, pour préserver justement l'impartialité de la formation qui allait rendre la décision. Oui, bonjour. Vous avez abordé tout début un sujet très important qui est celui des moyens qui sont mis en œuvre, décidés, pour essayer de produire des améliorations conformément à des objectifs. Il me semble que l'analyse des objectifs, l'analyse des moyens nécessaires, semble en général répondre à une compétence assez élevée, mais par contre, une fois qu'on a mis en place les moyens budgétaires, je constate dans les différents secteurs de l'État, et la justice, que pour le contrôle de la mise en œuvre et la conformité entre les objectifs et les résultats, le moyen qui est connu de grandes entreprises, en matière d'organisation, je l'ai fait pendant 40 ans, donc, qui consiste à gérer un projet avec quelqu'un qui est responsable du respect de l'objectif et qui va le suivre jusqu'à l'obtention des résultats, et de manière parfois transversale par rapport aux structures. C'est-à-dire que, évidemment, un texte, un objectif, va impacter plusieurs ministères ou plusieurs services. Donc, par conséquent, il faut bien, à un moment donné, coordonner l'empreinte sur la tenue de résultats. Eh bien, voilà, c'est, me semble, une des causes assez importantes des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. D'autres questions en même temps? Vous avez évoqué donc l'exécutif. Ce qui serait bien, c'est que le conflit d'intérêts de certains ministres qui est avéré, ça ne les empêche absolument pas de rester en poste. Et ça, c'est pas normal, puisque dans la vraie vie de n'importe qui, quand il y a conflit d'intérêts, il y a quand même un problème. Mais les ministres, comme M. Colère, comme d'autres, sont parfaitement en conflit d'intérêts et il ne se passe rien. Donc, comment on fait? Et de même que les députés n'ont pas voulu avoir voté pour le casier vierge, ils n'ont pas voulu ça. Ça serait bien quand même que certains députés puissent avoir un casier vierge. Non. Non. Je vais peut-être répondre à vos questions. Après, on passera à Annie de poser une question. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Hens. C'est souligné régulièrement ce que vous dites par la Cour des comptes, hein, et ça a été souligné par le comité Sauvé, le comité des États généraux. Vous disiez qu'il y a une manque de vision. Il y aurait c'est toute la chaîne qui devrait progresser. Les chefs de projet, comme vous dites, on souffre d'études d'impact qui ne sont pas suffisamment bien faites, ce qui fait qu'on ne mesure pas bien l'impact des textes qui sont votés par le Parlement, parce que les études d'impact ne sont pas assez ciblées. Hein. Le Conseil d'État le dit régulièrement. Et c'est toute une organisation qui est à revoir. Vous rejoignez en fait complètement ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que les moyens sont un préalable, mais que si les organisations ne suivent pas, eh ben, on risque de mal les utiliser et risque de rater la cible. Voilà. C'est effectivement tous les enjeux de réorganisation interne au niveau du ministère sur les schémas informatiques, les suivis de programmation, etc. Donc, je ne peux que abonder dans votre sens. Je suis un peu gêné pour vous répondre, madame, parce que la question que vous posez est essentiellement politique, hein, donc je ne sais pas, moi, si j'ai une réponse, hein. Vous soulevez simplement une vraie difficulté, hein, bon, vous savez qu'il y a eu un changement de jurisprudence, hein, on a vécu pendant 25 ans sous l'empire de ce qu'on appelait la jurisprudence Balladur. Bon, on en a changé.
moi, je suis un peu en difficulté pour vous répondre. Hein. Tout ça, ça renvoie, je dirais, je ne veux pas être trop précis, surtout que ça touche à des choses dont je vais pu m'occuper personnellement et dont je peux pas trop parler ici, mais ça renvoie simplement peut-être à la problématique de savoir qu'est-ce qu'on met en termes de contenu et d'objectifs dans le concept de République exemplaire. C'est tout. Et je repense notamment aux lois de 2013 sur la probité de la vie publique et aux lois de, je crois que c'était 2018 qu'avait porté François Bayrou avec un exposé des motifs qui était particulièrement volontariste. Loïc. Et merci, le procureur général. J'avais une question justement par rapport à la loi de 2013 qui a créé le parquet national financier. Quelle opinion vous avez sur ce parquet national, sur son fonctionnement, et avez-vous des propositions de réforme ou d'amélioration de cette organisation tout à fait particulière dont le pays s'est doté il y a 10 ans? Alors moi cette institution, je l'ai combattue à l'époque parce que je n'avais pas bien vécu effectivement le fait que ça a enlevé au parquet de Paris le traitement de tous les plus gros dossiers économiques et financiers, donc c'est un peu normal que je défende ma part de marché. Mais donc je suis d'autant plus objectif pour vous répondre quand je dis que je trouve que c'est une excellente chose. Pour moi, hein, c'est effectivement un parquet qui est spécialisé, avec des gens compétents, une véritable équipe. Après, il faut que les dossiers sortent, mais il faut voir. Donc, je pense que pour moi, honnêtement, c'est une réussite. Simplement, la réussite, elle risque d'être écornée par toutes les difficultés qu'on risque d'avoir, qu'on commence à avoir un peu. Vous avez remarqué, ça prend quand même beaucoup de temps. Hein. Les dossiers vont pas vite, et je pense que ces difficultés renvoient en réalité aux difficultés de fonctionnement de la justice. Hein. C'est les effectifs et la spécialisation des juges d'instruction en matière financière, et puis l'efficacité, l'efficience et la suffisance d'effectifs des services de police judiciaire sur les offices centraux et les directions zonales, où là je pense qu'on a un gros souci, et je suis pas persuadé que les choses aillent dans s'arrangeant. Et on commence d'ailleurs à le voir, je trouve, en termes de temps, effectivement, d'enquête et d'instruction. Je trouve que c'est trop long. Après, c'est vrai que c'est des dossiers compliqués. Mais pour moi, je pense qu'ils ont apporté une vraie plus-value dans le traitement de ces dossiers. Amélie, derrière toi. Et j'en profite pour présenter Louis Carré qui ne s'est pas présenté, donc je t'en prie. Au contraire, on est ravis de t'avoir avec nous, sénateur de la Haute-Savoie qui n'était pas renouvelable cette fois-ci, donc il est encore à l'exactement. Et on est ravis de t'avoir avec nous. Et tous les deux à la commission des lois. Il est sénateur. Haute-Savoie. Et comme l'énergie, adjoint au maire David de délégué de moi, j'espère que ma question n'est pas décalée, mais j'aimerais me mettre à la place des victimes ou des accusés. Est-ce qu'il y a déjà eu une étude d'impact sur notamment la longueur, sur les conséquences que ça peut avoir? Est-ce qu'il y a déjà eu une étude d'impact sur ces victimes? Si je prends par exemple, juste pour donner un petit exemple, si je dépasse un peu la limitation de vitesse, si ça met 4 ans à venir, ça ne me gêne pas. Hein. Ça peut être positif pour moi. Là, étonnamment, ça marche beaucoup mieux que la contravention. Je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin d'études d'impact pour mesurer ce que ça peut être pour un justiciable d'attendre une décision pendant 3, 4, 5 ans. Je veux dire, c'est épouvantable. Je vais vous prendre 2 exemples. La victime, par exemple, ou même l'accusé qui est libre, pour une histoire de viol où il est plus, par exemple, en détention, et au bout de 3 ans, alors que le dossier est renvoyé, qui est toujours pas audiencé par un cour d'assises. C'est insupportable. Donc, je pense que ça renvoie clairement, en réalité, aux attentes des gens. Hein. C'est des grosses attentes, mais en fait, c'est simple à résumer ce qu'ils attendent de nos concitoyens. Ils voudraient une justice qui soit plus accessible, une justice qui soit plus simple, ça c'est peut-être un petit peu compliqué, mais une justice qui aille beaucoup plus vite, et avec des juges qui puissent voir, qui les écoutent, et puis qui rendent des décisions raisonnables et des décisions bien motivées. C'est tout. Alors, c'est sûr que je comprends très bien qu'un justiciable qui attend une décision depuis des années, il croit pas en la justice. Et comment il pourrait y croire? Je le conçois très bien.
Pour clore, je vais répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais... Ah oui, s'il y en avait Et on d'autres. prend D'accord. les deux dernières, Parce que, voilà, on les prend en même temps. Et après, je répondrai sur les places de prison, une question Facebook qu'on a eue, mais un peu tard. Donc, on répondra tout à l'heure. Monsieur le procureur général, est-ce que vous savez que dans vos territoires, moi je viens de province, je pense qu'il y en a quelques-uns ici, il y a de plus en plus d'avocats qui figurent sur les listes électorales municipales, à tel point qu'aujourd'hui, il arrive qu'on ne trouve pas un avocat en qui on ait suffisamment confiance lorsqu'on est, en situation d'avoir besoin d'être défendu. Bon, je sais qu'il y a des incompatibilités. Quelle est votre position? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à cette proximité entre ceux qui sont censés défendre, protéger et les politiques? Ouais, c'est trois questions. On n'a pas toujours un conflit avec les avocats. Je m'interrogeais, est-ce que c'est pas dangereux pour une démocratie d'avoir des citoyens qui n'ont plus confiance en la justice? Si. Est-ce que c'est pas dangereux pour une démocratie que les citoyens aient confiance dans la justice? Je vais commencer par là en disant qu'une société, c'est évident. Pour faire société, il faut pas... Une simple question pour revenir sur mon voisin. Combien de personnes sur les 74 000 qui sont en prison aujourd'hui sont en attente de procès? Parce que là, ça existe. Là, véritablement, il y a une grande question. Mais... Allez, je répondrai. Parce que moi, j'ai un ami, qui a fait 1 an de curative, 3 ans de surveillance, avec délocalisation, pour avoir ensuite un procès et être libéré. Moins quand même. Le tiers. Ouais, plutôt le tiers. Alors, ça fait 3 questions. On vous redonne la parole rapidement pour la dernière question, mais sinon on va se noyer dans les réponses. Moi, je vois pas le problème pour les avocats, franchement. Pourquoi un avocat serait pas élu territorial ou national? Franchement. Voyons, honnêtement, madame, je vois aucune raison de l'empêcher. En plus, ça peut pas nuire à la défense, ils sont très nombreux, ils sont plus de 60 000 aujourd'hui. Donc, franchement, pour moi, c'est pas un problème. Vous avez raison, madame, c'est évident. Surtout qu'en plus, c'est la démocratie, mais de quoi il tire sa légitimité, le magistrat? De la confiance que le justiciable a en lui. Alors c'est sûr que quand vous êtes dans un pays dans lequel la confiance est comme ça, faut pas se demander pourquoi on nous fait des procès en légitimité. Donc, parce qu'effectivement, il faut en sortir. Ça me paraît évident. Et sur les prisons, moi, j'ai pas des statistiques précises, mais je dirais, à mon avis, le tiers. Et c'est allié avec ce que je disais tout à l'heure sur les délais. Il y en a nécessairement plus qu'avant, puisque les délais de jugement se sont dégradés. Donc il y en a plus qu'avant. Certainement. Et notamment en matière criminelle. Il y a certainement aujourd'hui beaucoup plus de gens qu'avant qui attendent qu'on les juge en matière criminelle compte tenu de la dégradation des délais devant les cours d'assises. C'est apparemment 20%, 30%. Et alors, la dernière question pour monsieur. Dernière question. Juste pour vous demander votre réaction, parce que je n'ai pas entendu votre réaction sur le fait qu'on filme les procès ou pas. Ah oui. Ah oui, oui. Et c'est moi qui ai mis ça dans le débat, désolé. Moi, ça m'a jamais gêné personnellement, parce que j'ai eu 2 expériences comme ça. Alors, je le vois comme ça. D'abord, je pense que ça peut être pédagogique si c'est bien fait. Faut pas faire faut pas faire du Barnum à l'américaine, hein. Ça, à mon avis, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Mais après, je trouve que ça peut être pédagogique, et si ça peut montrer aux gens comment la justice fonctionne, pourquoi pas. Et sur le comportement, moi, j'ai été filmé 2 fois quand je suis allé comme témoin dans les cours d'assises spéciales sur le vendredi 13 et Nice. Honnêtement, ça n'a pas modifié mon comportement. Et j'ai été filmé 1 fois à la Cour de cassation sur une audience. Franchement, je me suis comporté comme je me comportais dans des audiences normales. Les caméras, on les voit pas, en plus en général. Hein. Elles sont fichées dans des coins de mur. Vous les voyez pas. Donc, franchement, vous l'oubliez complètement, vous êtes filmé. Voilà, là, je parle pour les magistrats.
avocats. Alors voilà, la première expérience qui a été faite, non mais pour le coup, je suis allée voir, j'avais été invitée en avant-première pour aller voir la première expérience qu'ils avaient faite, bon, indépendamment du fait que le procès c'était un truc un peu bancal qu'ils avaient passé, donc ils ne montraient pas forcément une justice correctement rendue. C'était terrible. Il y avait l'avocate qui se rongeait les ongles, dont on voyait qu'elle était très gênée. Donc, je pense que elle, ça la perturbait énormément d'être filmée. Et c'est pas forcément naturel de se dire que, attention, je suis filmée pendant que je parle. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre que l'avocat, au contraire, soit plus à l'aise. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment pas le cas. À la limite, les personnes qui comparaissaient étaient plus à l'aise que cette pauvre avocate. Vraiment, elle faisait mal au cœur. La dernière question était, qui était une question avant, qui était sur les places de prison. Est-ce que c'est l'État qui n'avance pas ou est-ce qu'il y a un problème avec les maires? Alors, objectivement... C'est l'effet TGV, ça. J'appelle ça comme ça. Voilà, l'effet TGV. Tout le monde le veut, mais pas chez soi. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a actuellement, par exemple, je vais vous donner un exemple très proche, dans le Val-de-Marne, une volonté de construire une nouvelle prison dans le Val-de-Marne parce que on sait que Fresnes ne va vraiment pas bien, qu'il faut désengorger Fresnes et que de toute façon, on ne pourra pas réhabiliter Fresnes si on ne déplace pas les prisonniers avant. Donc, il faut avoir une nouvelle prison dans le Val-de-Marne. Il n'y a aucun endroit où... on autorise, enfin, et dès qu'on propose un lieu dans le Val-de-Marne, il y a immédiatement des levées de boucliers en disant pas chez nous. Et donc, a priori, c'est dans pas mal d'endroits, à tel point que vous savez qu'Éric Ciotti a proposé d'avoir plus de places de prison. Donc, dans le cadre du projet de loi de programmation de la justice, au moment à l'Assemblée nationale, le gouvernement a accepté que soit inscrit, alors c'est dans le rapport annexé de programmation, que soit inscrit 18 000 plutôt que 15 000 places de prison, à condition que les maires acceptent et donnent les autorisations d'urbanisme. Parce que c'est ce qu'il dit, il dit, moi je veux bien les construire, mais donnez-moi les communes où je peux y aller. Parce que aujourd'hui, d'un côté, on dit... donc on dit on veut plus de place et de l'autre côté on dit mais pas chez nous, c'est exactement ça, l'effet TGV, l'effet éolienne, l'effet tout ce que vous voulez, c'est voilà, not in my backyard. Clairement. Dans le français non plus. Donc voilà pour la dernière question. Je vais clore en vous remerciant. Oui, non mais ça. C'était très sympathique. Merci à tous d'avoir été présents. Et donc, dans Apérudit, il y a apéro. Donc, maintenant, je vous propose, sauf si vous avez un petit mot de la fin à nous donner. Non, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, je pense qu'on a eu des échanges riches et intéressants. Et merci pour la franchise de vos réponses. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à Stan si tu peux. Oui, bien sûr. Salut. Très bien, et toi? Ouais, merci. Sympa. Bonjour. Ah ben, je suis voilà. Bonjour, ça c'est une question. Oui, j'espère bien. Oui.